Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène visiter le fort aux fresques. C'est le petit ouvrage du bois de Bousse. On est ici en Moselle et l'association nous fait le plaisir de nous accueillir. On va visiter le fort et puis on va aussi dormir ce soir dans l'ouvrage comme de vrais soldats en 1940. Comme vous connaissez la ligne Maginot, je ne vais pas vous demander de la ligne Maginot, elle va de où à où, vous savez? Non, jusqu'en Tunisie. Jusqu'en Tunisie, tout à fait. Il y a aussi certains morceaux en Tunisie. Alors, elle n'a pas tout à fait le même nom un peu partout. Je sais que dans les Alpes, certains l'appellent la ligne alpine. Il y a des noms qui ont été donnés un petit peu partout, mais c'est vrai qu'en général, on parle de la ligne Maginot, puisque les budgets ont été votés par le ministre de l'époque, qui était André Maginot. Donc ici, on est devant donc, le fort aux fresques. Alors, fort aux fresques, qui s'appelle normalement, officiellement, c'est le petit ouvrage du bois de Bousse, puisqu'on est dans le bois de Bousse. Vous pouvez voir d'ailleurs, il y a des arbres qui ont beaucoup plus de 80 ans dans la forêt. Donc, c'est le petit ouvrage du bois de Bousse qui a été nommé le fort aux fresques, puisque effectivement, on a à l'intérieur surtout une peinture murale qui est très particulière, qui a donné son nom à notre ouvrage. Cet ouvrage donc fait partie bien sûr de toute la ligne Maginot, et quand on parle de ligne Maginot, vous savez bien, on parle d'une ligne de feu. C'est pas une ligne. Certains pensent qu'il y a des tranchées ou des souterrains qui vont jusqu'en Corse. Non, là ça ferait quand même beaucoup. Voilà. Donc là, effectivement, on a des souterrains uniquement pour notre fort, qui est composé en fait de 4 blocs. Alors au départ, dans les projets, il devait y avoir 5 blocs, mais il n'y en a eu que 4 de construits. Donc là, on a le bloc d'entrée du personnel et des munitions. Et puis, si je me mets dans cette direction-là, vous avez là-bas l'Allemagne, et on a 3 blocs qu'on verra sur les extérieurs. Donc on va en visiter 2. Non, un seul, pardon. On va visiter le bloc 3, là où il y a la tourelle. Et puis, de l'extérieur, je vous montrerai les deux autres blocs. Alors, on va rentrer dans l'ouvrage. Alors, sachez quand même, alors on les a enlevés parce qu'on a refait la peinture il y a 1 an à peu près. Et puis vous voyez, ça commence déjà à se détériorer. Mais sachez qu'on est jumelé en fait avec un fort de la ligne Siegfried. Et donc il y a Beckingen et on a des Allemands qui sont jumelés avec nous. Et ils viennent régulièrement à nos reconstitutions, nous on va chez eux. Et puis vraiment ils sont super ravis et tout. Voilà. Et alors la grosse différence, c'est quand les Allemands viennent visiter, eux c'est plutôt, ils vont regarder tout le côté technique. Les Français, on parle plutôt de l'histoire, de ce qui s'est passé, bien sûr de l'ouvrage tel qu'il est fait, mais c'est vrai qu'eux viennent beaucoup pour voir la technique, puisque moi, le fort de Beckingen, par exemple, tout est mécanique là-bas, alors que nous, tout est électrique. Alors on a les deux, on a électrique et mécanique. Eux, c'est que mécanique. Ouais. Le fossé, tout ça, je ne vous explique pas, tout le monde connaît. J'ai expliqué ce matin. Vous avez expliqué ce matin. Non, mais ça va pas si vous avez fait toute la visite. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Voilà. Et il s'appelle comment, le fossé? Diamant. Et pourquoi? Ça brille les eaux. Parce que les douilles brillent. Voilà. C'est-à-dire que vous allez voir, on va voir à l'intérieur.
Mais vous voyez ici, en dessous de chaque créneau de tir, vous avez un trou. Ah, la grenade. Non, pas du... la grenade, elle est de l'autre côté, à gauche là-bas, le plus gros trou. Ah, d'accord. Mais là, c'est pour, en fait, quand vous tirez avec les mitrailleuses, vous avez tous les étuis qui vont tomber dans une espèce de chaussette et qui vont tomber par ce trou-là. Comme ça évite d'avoir tous les déchets à l'intérieur. Et donc, tout tombe au fond. Les douilles, elles tombent là. Oui. Alors, les douilles du canon, mais aussi les étuis de la mitrailleuse. Ouais. Je savais pas. Tout tombe là. Et en fait, quand il y a du soleil, ça scintille, ça fait joli. Et puis, ça fait diamant. Ah, bah, là, Voilà. j'ai appris, Alors, d'autres aussi disent que c'est un fossé diamant parce que vous avez les arêtes qui sont bien droites oui, il y du avait fossé. la forme, oui, Hein, oui, la forme. on m'avait parlé d'une La forme, voilà, qui est fait en forme de diamant. Ouais. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, à une ligne de feu, on le voit aussi, même à notre niveau, juste au niveau de l'ouvrage, on voit déjà que la ligne de feu, elle est maintenue, puisque vous avez les créneaux de tir qui tirent dans tous les sens. Donc, on va pénétrer dans l'ouvrage. Alors, quand on pénètre dans notre ouvrage, forcément, il faut passer sur le fossé. Et donc, on a, j'appelle ça un pont-levis, c'est pas un pont-levis, mais voilà, on a une passerelle rabattable. Hein, elle se rabattait avec tout le système là. Et donc, quand vous rentrez dans un fort, souvent, vous avez l'entrée qui est en L, pour éviter que si on reçoit des obus, si on se fait attaquer, vous allez attaquer la première porte qui est déjà assez costaud, mais c'est la vraie porte d'entrée se trouve sur la gauche. Donc on va y arriver. Alors le jeune homme va nous montrer que la porte peut se manœuvrer. Hein. Tu vas essayer de la fermer, s'il te plaît. Enfin, tu vas la fermer. La porte. Hein. Vas-y, tire. C'est balèze. Hein. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc on voit bien que c'est une porte blindée. Hein. Il y a ce qu'il faut. Et donc c'est la porte principale de l'ouvrage. Donc toujours en L. Et si par mégarde, il y avait des soldats allemands qui arrivaient à passer, ben vous avez quand même déjà une fusil mitrailleur ici qui peut protéger. Sinon, quand on a construit la ligne Maginot, donc vous savez, on l'a construite après la Première Guerre mondiale, parce qu'on avait un manque de personnel. Hein, il y a beaucoup de morts donc de la Première Guerre mondiale. Et donc le choix a été fait de mixer en fait nos défenses, c'est-à-dire qu'on a décidé de construire des structures comme celle-là. Pour fonctionner, ici on était 148, donc vous voyez avec 148 personnes on va tenir une zone quand même assez importante, et le reste des troupes qu'on avait était plutôt envoyé du côté de la Belgique, d'accord ? Et le principe de la ligne Maginot c'était ça, c'est les Allemands s'ils veulent attaquer, ils ne pourront pas attaquer la ligne Maginot, ils vont la contourner, et quand ils passeront la Belgique, on ira, avec nos troupes, on ira aider les Belges pour combattre les Allemands. C'est exactement ce qui s'est passé, sauf que, comme j'ai dit, ils sont passés après du côté de la Ferté, dans les Ardennes, ils sont passés et puis ils nous ont pris en tenaille. Voilà. Quand on a construit ces ouvrages, il y avait deux grandes peurs suite à la Première Guerre mondiale. Les soldats, tout ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale, il y avait deux choses très importantes. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Les gaz, donc la peur des gaz, hein, puisque vous avez été largement utilisés. Et puis bombardement, oui, on pourrait dire ça aussi, mais un autre truc, quelque chose de plus important encore. La fumée. Le ravitaillement en eau. Voilà. Donc quand on a construit, ils ont dit il faut qu'on trouve de l'eau. Donc on va d'abord chercher de l'eau. Alors on regarde bien sûr les endroits stratégiques, on cherche, on trouve de l'eau, on construit. Attention au canon, parce qu'on n'a pas trop de place ici. Donc on va rentrer dans la chambre de tir. Il y a tout le monde qui veut marcher sur la plaque. J'ai déjà dit, il faudrait qu'on ramène du caoutchouc. Donc ici, on est dans une chambre de tir. Les chambres de tir, le principe, il est partout pareil. Après, c'est la taille qui change, la forme qui change, l'endroit où elle est, voilà, des choses comme ça. Mais le principe est le même. Donc, vous avez, déjà au niveau de la conception, on est bien sûr dans un bloc avec une hauteur de béton armé au-dessus de nous. Alors, cette hauteur peut changer suivant les blocs d'ailleurs. Mais on a le béton armé et on a aussi cette plaque de ferraille au-dessus. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plaque de ferraille, c'est pas pour solidifier l'ouvrage.
C'est pour C'est pour les hommes, dans une question psychologique, que Tout à fait. peut-être quand ils avaient des bombardements, qu'ils se sentent un peu en sécurité. C'est ça. Éviter la poussière sur les gens. Voilà, alors c'est ce côté-là, c'est ce côté psychologique, c'est que s'il y a des obus qui tombent sur l'ouvrage, il va y avoir un cône, ça fait un cône une onde de choc, si vous voulez, et quand ça arrive au bout, il y a un petit peu de poussière qui va tomber. Et quand on est enfermé dans un endroit, si on voit la poussière tomber, on peut très vite paniquer, et donc c'était pour éviter ça. Alors c'est sûr que ça aide aussi un petit peu à solidifier, mais surtout c'était pour cette histoire de poussière, tout à fait. Après, quand on était dans l'ouvrage était prévu pour tenir 1-2 mois en autarcie totale. Alors, ça dépend aussi des endroits. Moi, vous verrez tout à l'heure, on a une cuisine quand même qui est relativement grande. On a un secteur. Je connais des forts pas très loin d'ici. La cuisine est très petite. Alors, comme dans tous les ouvrages aussi, on avait des protections pour l'époque, protection incendie. Donc on avait des pas ceux-là, ça y est, je sais pas où il est. On a des extincteurs, vous les verrez. De toute façon, on en a des anciens un petit peu partout. Il y en avait un. Ouais. Et on avait aussi ces blocs-là. Dans ces blocs-là, il y avait du sable. Donc c'est pour éviter la progression. Imaginons qu'il y ait un écoulement de gasoil ou d'essence qui est enflammé. Et ben, on étalait le sable pour éviter sa progression. Ah. Hop. Donc ici, on est toujours dans le bloc d'entrée. Donc, imaginons, on est en 1939-40, il y a une attaque qui se passe puisque on avait quand même des patrouilles régulières autour de l'ouvrage. Et imaginons qu'on se fasse prendre à partie par les Allemands et qu'ils nous attaquent au gaz. Chaque soldat avait son masque à gaz, bien sûr, sur lui. Il le mettait. Et après, quand il revenait dans l'ouvrage, il ne pouvait pas rentrer directement et puis après aller dans l'ouvrage avec ses habits remplis de gaz. Hein, parce que on a les habits de l'époque, c'est de la laine. Voilà. Donc, ils étaient, on va dire, imbibés. Et donc, pour se décontaminer, ils avaient en fait ce bloc qu'on a derrière. Alors pareil, hein, tous les forts ont des blocs différents. Bon, nous, on a un gros bloc ici. Et donc, ils rentraient par la gauche, ils se déshabillaient. Au milieu, ils avaient une douche froide, parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude ici. Et après, ils passaient dans la troisième partie, où là, ils mettaient une tenue plus simple, et ils allaient après faire une visite médicale, d'accord, pour rentrer. Bien sûr, dans ce bloc-là, il y avait le gaz qui restait, et donc pour éviter que ça se propage dans l'ensemble du fort, il y a tous les tuyaux au-dessus qui permettaient donc d'aspirer l'air dans le bloc, de le filtrer, et puis de le rejeter à l'extérieur, d'accord. Donc, une petite question. Excusez-moi les enfants, hein, je tape sur vous parce que voilà. Il y a deux tuyaux au-dessus. Vous avez vu, il y en a un rouge et un vert. Alors, à votre avis, dans le rouge, l'air était comment? C'est du bon air ou du mauvais air? Dans le rouge. Tu sais pas? Non? Tu ne veux pas répondre? T'hésites. De toute façon, tu as une chance sur deux. Voilà. Alors, en fait, ici, c'est l'inverse. Hein. Dans le rouge, c'est l'air qui est filtré, c'est le bon air, et le vert, c'est l'air qui est vicié. Voilà. Ils inversaient.